On se retrouve sur le plateau télé du M2S 2024, le Mobility Solution Show, ici au Mythe de Toulouse, pour toujours dans les grands projets mobilité d'Occitanie, avec la décarbonation comme sujet du moment. Avec vous, Jérôme Fontaine, bonjour. Bonjour. Directeur du contrat, de la stratégie et des relations territoriales de SNCF Voyageurs TER Occitanie. Vous êtes aussi président du cluster Totem, un totem pour transport d'Occitanie terrestre et maritime depuis janvier 2024. C'est un cluster qui s'intéresse aux grands enjeux des mobilités et donc bien sûr de la décarbonation. La décarbonation en Occitanie, c'est votre sujet. Dans le cadre de vos deux casquettes que je viens d'évoquer, un mot de totem quand même, que je viens de donner un élément, mais c'est quoi exactement totem ? Alors le cluster Totem, c'est 160 membres qui représentent les filières ferroviaires, automobiles et navales en Occitanie et qui sont présentes sur toute la chaîne de la valeur. C'est-à-dire qu'on a aussi bien les lycées professionnels, des écoles d'ingénieurs, les laboratoires de recherche, les bureaux d'études, les sous-traitants, les équipementiers et puis les donneurs d'ordre, Alstom, évidemment SNCF aussi, et puis Renault Software, etc. Donc on a vraiment toute la chaîne de valeur et on a trois objectifs. Le premier, c'est de développer notre business. Le deuxième, c'est de mettre en commun nos savoir-faire en termes d'innovation de façon à pouvoir créer et innover ensemble, interfilières. Et le troisième, c'est développer les emplois et les compétences dans ces milieux industriels. On va parler de la stratégie évidemment de SNCF Voyageurs et de celle de Totem. Les leviers de décarbonation sont les mêmes quand on parle de ferroviaire ou d'automobile et même de maritime ? Alors les leviers sont tout à fait en effet les mêmes. Alors ils n'agissent pas au même niveau. Mais on retrouve systématiquement dans les contrats de filière, que ce soit l'automobile, le ferroviaire ou le naval, un sujet de décarbonation à l'usage, un sujet de décarbonation dans la filière industrielle, dans la production industrielle, et puis un sujet aussi de report modal, qui est évidemment le premier levier, notamment sur le ferroviaire. Modal, donc voilà, de quitter la voiture ou l'automobile pour aller plutôt vers le ferroviaire et voilà, le vélo. Et le mode doux, évidemment, oui, c'est absolument. Spécificité pour les objectifs de décarbonisation liés au rail, quand même, parce que les priorités, même si les enjeux sont un peu les mêmes, les priorités ne sont pas forcément les mêmes, qu'on soit dans le rail ou dans l'automobile. Oui, alors le rail, on a trois actions. Le premier, c'est, vous l'avez dit, le report modal. Un voyageur dans un train, c'est dans un alors on va parler occitan, dans un Lyon-train en Occitanie, c'est 1/8 de les émissions de CO2 de quelqu'un qui est dans sa voiture. Donc forcément, ce report modal déjà là est important et la région Occitanie notamment, même particulièrement, développe énormément cet objectif. On a un objectif dans le cadre du contrat qu'on vient de signer entre SNCF Voyageurs et la région pour jusqu'en 2032. On a un objectif de 100 000 voyageurs jour le plus tôt possible. Et ça correspond à peu près à 40 000 tonnes de CO2 évitées. Donc c'est quand même quelque chose de très très significatif, avec une baisse en fait de 40% des émissions par voyageur sur la durée. Ce report modal, il est effectif, vous le dites, hein, en Occitanie, il y a une vraie volonté politique, hein, vous l'avez rappelé, de la région Occitanie. Comment on fait justement pour augmenter d'une telle manière à 60% de progression de la fréquentation annuelle des trains régionaux entre 2021 et 2023 ? Comment on fait ? On agit sur les tarifs, évidemment, mais pas uniquement. Oui, absolument. Alors, c'est entre 2019 et 2023. 2019, donc, c'est avant Covid. Hein, donc, on est déjà à plus 57% en 2023. Alors, il y a évidemment un aspect sur l'offre de transport, c'est-à-dire que l'offre a été développée. Donc, ça, c'est un point important. Et la région investit énormément à la fois dans le matériel roulant. Ils viennent de commander 18 rames Région-Lausanne, qui sont des très grosses rames qui arriveront en 2027. C'est quand même 250 millions d'euros d'investissement et un technicentre. Dernière génération qui consomme évidemment moins d'électricité. Alors, qui sont évidemment plus sobres, et puis en l'occurrence là qui sont électriques. Ensuite, il y a un gros travail qui est fait donc sur le développement d'offres, j'en ai parlé, et puis la tarification. La région Occitanie est la région la moins chère pour le transport du quotidien, et c'est aussi ça qui en fait son succès avec 14 millions de prix de tarifs à 1 euro. Donc c'est une région très très dynamique. La SNCF au niveau national a lancé un plan justement de réduction de l'empreinte carbone, alors décliné évidemment en Occitanie. Expliquez-nous un petit peu ce qu'il y a dans ce plan national puis régional. Alors,
D'abord, il y a un travail qui est fait sur la consommation et sur la décarbonation du matériel roulant. Il faut savoir qu'on a à peu près 40% du réseau ferroviaire qui n'est pas électrifié. Donc, ce sont des véhicules de diesel qui fonctionnent et ils représentent à eux seuls 50% de l'impact CO2. Alors même que ça représente que 14% des kilomètres. En général, ce sont des lignes. Il faut agir. Voilà, c'est là qu'il faut agir. Et donc là, la région Occitanie, de nouveau, est en pointe, puisqu'elle est, c'est la seule région qui s'est lancée dans toutes les expérimentations avec SNCF Voyageurs. Le premier, et c'est un train qui est en train de circuler actuellement, c'est une rame hybride. Alors c'est comme les voitures hybrides, donc sont des trains sur lesquels on a remplacé 2 moteurs diesel par des batteries. Et donc il y a de la récupération d'énergie. On est déjà capable de faire 20% d'économie de CO2, d'émissions de CO2 grâce à ces rames hybrides. C'est comme les voitures, c'est en décélérant qu'on récupère de l'énergie. Exactement. Ça marche pareil. Tout à fait, exactement. En freinant, on récupère l'énergie. Et donc c'est extrêmement efficace, surtout quand on a des profils de lignes qui sont avec des montées, des descentes, etc. C'est là qu'on est plus efficace. Et donc on l'a beaucoup testé sur Toulouse-Rodez, parce que évidemment c'est assez adapté. On va parler des mesures concrètes pour réduire justement les émissions de CO2 des trains. On va parler aussi de totem, des problématiques aussi liées à l'automobile. Les objectifs, c'est 40% des émissions de CO2 par voyageur et par kilomètre en moins d'ici 2032. Comment on fait ? Alors, première chose, évidemment, le report modal, c'est quand même le principal sujet. On vient de parler de la décarbonation, donc il y a d'autres projets comme le fait de mettre en place des trains à batterie. Finalement, c'est des trains électriques qui circulent sur des lignes diesel, donc c'est comme une voiture électrique. Ça fonctionne pareil. Il y a aussi un travail qui est fait sur les biocarburants. Et ça, à court, moyen terme, les biocarburants, c'est quand même ce qu'il y a de plus efficace. Et donc, on travaille sur du B100. C'est un biocarburant 100% renouvelable. On travaille aussi sur le HVO avec l'entreprise DINEF qui est en Occitanie et qui permet de recycler de l'huile, alors l'huile de friture, l'huile de restaurant, pour en faire un carburant. Alors là, du coup, on est sur 90% de décarbonation à ce moment-là. Troisième élément, évidemment, c'est d'agir sur l'utilisation, l'exploitation. Et là, on met en place un système de l'opticonduite, c'est-à-dire que nos conducteurs, on fait en sorte de les former de façon à ce qu'ils soient le plus sobres possible dans leur conduite. Et on est sur 4 à 5% d'économie d'énergie. Et on a aussi un autre usage important, c'est que ça se voit pas forcément, ou ça se sait pas forcément, mais pour préparer un train, pour qu'il parte et que les conditions de transport des voyageurs soient optimales, il faut réguler la température. Donc quand il fait froid, en permanence. Donc quand il fait froid, il faut réchauffer la rame. Quand il fait chaud, il faut la refroidir. Et donc ça, c'est avant le départ. Et la consommation d'énergie pour ça est très importante. Et donc là, ce qu'on veut, c'est électrifier au maximum cette consommation d'énergie et aussi optimiser ses temps de charge et de décharge. Et ça, évidemment, ça va jouer sur cette diminution importante attendue et voulue par la SNCF des émissions de CO2. Vous parliez de nouvelles façons de conduire ces trains. Il faut former aussi ces conducteurs. C'est comme l'automobile, du coup, c'est l'éco-conduite. Exactement, c'est de l'éco-conduite. Alors, c'est un peu particulier parce que on sait où on s'arrête, on connaît parfaitement les pans, donc on est capable d'optimiser encore plus l'éco-conduite. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur du micro-détail. Ça prend plus de temps. Il faut l'anticiper. Il faut aussi intégrer éventuellement un peu plus de temps de trajet, quelques secondes, quelques minutes parfois, pour pouvoir vraiment optimiser au maximum. Mais ça a un impact extrêmement fort et extrêmement intéressant. On parlait des mêmes leviers de décarbonation d'un secteur à l'autre. Si on se met du côté un petit peu totem et automobile, les mesures, les moyens justement pour décarboner. Alors l'automobile évidemment représente à lui tout seul la plus grosse partie de l'impact des transports. Juste pour rappel, on était en 2000, dans les années 90, on représentait à peu près 23% des émissions de CO2 sur la filière transport. Malheureusement, on est passé à 31% en 2019 et on a un objectif pour 2030 de moins 29%. Là-dedans, la route, c'est 95% quasiment. Donc on voit que c'est vraiment là que ça se passe dans la plus grande partie. Et dedans, évidemment,
et dans le contrat de filière qui a été passé, qui vient d'être signé, il y a un sujet de report modal qui est extrêmement important aussi pour la filière automobile. Mais le vecteur principal, ça reste l'électrification des véhicules électriques. Qui est en cours et largement... Beaucoup d'entreprises qui sont présentes ici, qui est en cours avec un objectif du coup d'arrêt de la vente de véhicules thermiques en 2035. Ça devrait être anticipé autour de 2032. Ça signifie que ce sera effectif globalement en 2050. Mais évidemment, c'est là qu'il y a le plus gros effet. Et il y a aussi un impact important qui est lié de la même façon au biocarburant, évidemment. Alors, de façon un peu différente du train, puisque le train, lui, on le garde 40 ans. Donc, forcément, si on veut passer à du biocarburant, c'est un peu pour la voiture, mais c'est plus rare. Oui, c'est un peu plus rare. Collection ensuite. Mais du coup, on est vraiment du coup obligé de ce qu'on appelle de rétrofiter, c'est-à-dire de récupérer et d'essayer de changer le fonctionnement le mode de fonctionnement du train, les moteurs, etc., pour passer sur quelque chose de différent. Le rétrofit existe aussi dans l'automobile, il est très utile, mais évidemment à une moindre mesure. Vous parliez d'innovation, de trains hybrides. Le TER à batterie, c'est pour demain matin, là, ça arrive. Alors le TER à batterie, il est en cours de réalisation, il est en cours d'essai, on l'attend pour l'année prochaine. Avec un objectif. Demain matin, c'est une image, mais c'est tout de suite, quoi. Alors, dans le ferroviaire, en général, on parle à 10 ans. Donc, le temps est plutôt long sur le ferroviaire. C'est ça, voilà, le temps est long, donc il faut qu'on s'adapte. Et donc, du coup, le train batterie, c'est pour l'année prochaine. L'idée, c'est de le mettre en place sur la région Occitanie, entre Nîmes et Vauvert. C'est le choix de la région. Ça correspond aussi à son usage, parce qu'un train à batterie, ça consomme, les batteries descendent quand même assez vite. Et donc, il y a 80 km d'autonomie. Donc, il faut trouver des lignes qui permettent de faire ce type d'exploitation. Et en l'occurrence, Nîmes-Vauvert en fait partie. On parle très peu aussi de la production, la conception d'un train, la fabrication, le recyclage, même là-dessus aussi, il y a un levier pour baisser cette empreinte carbone de la fabrication d'un train. Alors oui, l'émission de CO2, ça se calcule sur l'ensemble du cycle de vie du véhicule. C'est-à-dire qu'on a la production, on a son utilisation, son exploitation, on a sa maintenance, éventuellement sa régénération, et puis ensuite on a son recyclage. Bon. Typiquement, le TGVM qui va bientôt arriver et qui est déjà en essai et que tout le monde a vu, on est sur 97% de matière recyclée. Recyclable, pardon. Donc on est vraiment, il y a un effort qui est fait de façon extrêmement importante. Mais je dirais que le meilleur recyclage, c'est encore ce qu'on fait actuellement en Occitanie et sur l'ensemble des régions de France, ce qu'on appelle les opérations MIVI. Donc aujourd'hui, on a 83 rames, donc trains en région Occitanie, des autorails grande capacité, on appelle ça. Ils ont 20 ans. Et au bout de 20 ans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les remettre complètement à neuf. Traiter tous les points de rouille, refaire tous les câblages, etc., etc. Et en faisant ça, on a de nouveau un train neuf, sauf qu'il ne coûte que 30% en émissions de CO2 par rapport à un train neuf. Et lui, il est reparti pour 20 ans. Et là, on vient de livrer les premières rames, et donc elles commencent à circuler. On a déjà 6 rames qui sont là, et c'est 400 millions d'euros d'investissement pour la région. Donc à chaque fois qu'on parle ferroviaire, on est toujours sur de l'investissement très très fort. En centaines de millions d'euros. On parlait du temps long, justement, pour faire évoluer ces usages aussi dans le ferroviaire. Et pourtant, on l'a dit au début de cette émission, le trafic et puis l'engouement pour le train est de plus en plus important. Alors évidemment, il y a l'aspect tarifaire, le TER à 1 euro, mais pas seulement en Occitanie. Est-ce que vous arrivez à suivre justement cette surutilisation, et elle est souhaitable, du train? Alors c'est un enjeu extrêmement fort, et c'est un défi extraordinaire. Ça fait d'ailleurs partie des éléments contractuels et qui nous engagent le plus fort dans le contrat qu'on a signé avec la région, qui est donc un contrat de 10 ans, et la région a fait le choix de ne pas nous mettre en concurrence. Donc c'est dire à quel point on est engagé avec la région. Et donc dans ce cadre-là, bien évidemment, être capable de mettre le plus de monde possible dans le train
dans des meilleures conditions possibles, c'est pas simple. Alors du coup, il y a un premier travail. Alors d'abord, on va parler du très long terme. Le très long terme ou le long terme, c'est alors il y a même un peu de court terme, mais il y a des réouvertures de lignes. Sur Montréjol-Luchon, par exemple, il y a une réouverture de lignes. Il y a des travaux qui ont commencé sur les travaux d'arrivée du TGV et d'augmentation de capacité de la partie nord de Toulouse. Donc on essaye de faire en sorte de pouvoir faire circuler le plus de trains possible sur les rails. Donc ça, c'est nos collègues de SNCF Réseau qui travaillent avec la région et l'État sur le sujet. Et les projets de LGV aussi, pour exactement. Toulouse. Et puis aussi côté est de la région avec cette fameuse liaison Montpellier-Perpignan. Exactement. Qui arrivera un jour. Et les métropoles sont pas en reste avec la ligne EC, le tramway à Montpellier, pardon. À Montpellier, pardon. Absolument. Donc évidemment, il y a vraiment beaucoup de projets. La région a mis 800 millions d'euros aussi sur un plan rail qui est en cours de déploiement de façon à remettre à niveau et à augmenter les capacités aussi de ces lignes. Donc il y a d'abord, mettre le plus de trains possible. Ensuite, à moyen terme, c'est acheter plus de rames, parce que forcément, pour augmenter, là, 57%, c'est-à-dire que là où on avait deux trains collés l'un à l'autre, maintenant il en faut 3. Mais ça ne se produit pas en une journée ou deux ou un mois. Là, la commande pour la région vient de passer une commande cette année, et on aura les trains en 2027. Donc on a quand même 3 ans de latence, parfois un peu plus. Et donc d'ici là, ça c'est notre rôle, on essaie de libérer le plus de rames, le plus de trains possible, et ça on le prend sur notre maintenance, c'est-à-dire que tous les jours nos rames rentrent au technicentre pour être entretenues. Il y a beaucoup d'entretien, vous l'imaginez, on est sur des matériels qui ont 20 ans, qui font des centaines de milliers de kilomètres par an, donc c'est évidemment très très important. Et jusque-là on avait une sorte de plafond de verre, on n'arrivait pas à dépasser les 80% de disponibilité, c'est-à-dire que on avait 8 rames sur 10 qui étaient disponibles quand on avait besoin, et puis 2 qui étaient en maintenance. Bon. Depuis l'année dernière, on a fait un saut de performance extraordinaire grâce aux agents de la maintenance, grâce aussi aux investissements de la région qui nous ont permis d'optimiser le parc et le type de rames. Et aujourd'hui, on est à presque 90%. C'est l'équivalent de 15 rames. 15 rames, c'est quasiment 8 à 10% du nombre de rames qu'on a actuellement. Enfin, on voit bien c'est un gros effort. L'effort, et donc c'est grâce à ça qu'on réussit à transporter plus de monde. Là, ensuite, il faut essayer aussi de réguler en se disant comment est-ce qu'on fait pour inciter les gens à monter dans les trains qui sont un peu moins remplis, sachant que le taux de remplissage commence à devenir vraiment très important, y compris en creux. Des technicentres qu'il faut faire évoluer aussi avec les nouvelles rames, les nouveaux modes de propulsion. Il faut vraiment en faire de nouveaux même. Absolument. On va devoir construire un nouveau technicentre à Narbonne. Qui sera livré en 2027, qui a pour objectif justement d'entretenir ces 15 nouvelles rames qui arrivent, parce que aujourd'hui la maintenance est faite à Toulouse et à Nîmes, et c'est déjà bien saturé. Les plans de charge sont bons. Alors, il y a un élément aussi que peu de gens connaissent, c'est que la SNCF est le premier consommateur d'électricité en France. Vous traitez directement avec RTE, qui est l'opérateur global, mais vous devenez producteur d'électricité ? Ouais, alors ça c'est vraiment un point très important, c'est-à-dire que la décarbonation passe par l'électrification. Donc on l'a vu pour les véhicules, pour l'automobile. Évidemment, c'est évidemment vrai pour nous. On est le premier consommateur d'électricité en France, avec 1,7% de la consommation d'électricité française. Et donc, on a une nécessité de se dire comment est-ce qu'on fait pour verdir. Et on a la chance aussi d'être le deuxième propriétaire foncier de France, après l'État. Et donc, on a quand même pas mal d'endroits où on peut mettre du panneau photovoltaïque et être nous-mêmes notre propre producteur d'électricité. Et donc, en mois de juillet dernier, on a créé une filiale qui s'appelle SNCF Renouvelable, qui a pour objectif de faire en sorte qu'on soit capable de produire entre 15 et 20% de notre consommation d'électricité en 2035, et on vise l'autonomie en 2050. C'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Évidemment, il ne faut pas que s'il pleut ou s'il y a des nuages, que nos trains s'arrêtent. Donc on est obligé de mettre en place des systèmes de stockage. Et avec la région, on vient de monter un projet qu'on a présenté dans le cadre du Corifère, qui est un projet d'innovation dans lequel on va réguler finalement les besoins en électricité grâce à du stockage hydrogène. Et donc on est en train de développer ça dans l'objectif de réinjecter
réaffecter l'électricité quand on en a vraiment besoin sur les pointes et éventuellement de le renvoyer à RTE le jour où il y a des gros appels du réseau national et que nous, on en a moins besoin. La région Occitanie, on le rappelle, qui veut devenir la première région à énergie positive 2050. Vous êtes en phase évidemment avec cet objectif. Exactement. Tout se fait systématiquement en grand partenariat avec la région qui nous fait confiance et on apprécie, on sait à quel point on est engagé. Merci beaucoup d'être venu parler de décarbonation. On l'a vu plutôt dans le rail, mais aussi dans l'automobile. Merci. Avec plaisir. À très bientôt.